les nuits antiques. Deuxième épisode, le dragon céleste. Bientôt minuit. Nous ne voyons pas le temps passer. Quoique si, la nuit étoilée a changé depuis le crépuscule. Hespéros, l'étoile du soir, connue aussi sous le nom de Vénus, a sombré dans le couchant. C'est Jupiter maintenant qui pique nos yeux de ses rayons étincelants. Les deux ours ou chariots ont tourné, emportés par la roue du ciel. À l'Orient, Persée s'est levé, dressant son épée vers le zénith. Après lui, sous ses pieds accourt la petite troupe des Pléiades, filles d'Atlas. Orion à leur trousse. Au-dessus de la forêt centenaire s'étend l'immense forêt d'étoiles âgées de plusieurs milliards d'années. Nos yeux sont à la recherche de la constellation du dragon. Ils tâtonnent dans l'obscurité, effleurant des astres de faible éclat, puis glissent dans la vallée creusée par l'animal mythologique. On distingue alors le grand serpent, le Dercomaï des Grecs, qui s'insinue entre les deux ours, lesquels, on l'a vu, ont été portés là dans le ciel par Zeus Jupiter, ou Artémis dans d'autres versions. Naturellement, il n'est pas là par hasard. Le dragon est une créature fascinante qui peuple nombre de récits fantastiques depuis des décennies, souvent représenté en monstre maléfique, cracheur de feu et capable de voler. Un stéréotype qui hybride pas mal de figurations plus anciennes, vieilles de quelques siècles ou millénaires de différentes cultures et religions. Loin d'être malveillant, le dragon original était dépeint autrefois comme un gardien redoutable, veillant sur des trésors ou des lieux sacrés. Pour évoquer certains des plus anciens, faisons un détour par la Mésopotamie où, bien avant la Grande Grèce, les dragons croisaient déjà les héros. Déesse de l'amour et de la guerre, la puissante Ishtar en était entourée sur la fameuse porte qui porte son nom, à Babylone. Présenté de profil, il ressemble à des fauves à quatre pattes, recouverts d'écailles, avec une tête et une queue de serpent. Ils sont les Mojotso, les dragons rouges car remplis de colère. Leur langue bifide qui jaillit de leur bouche a les couleurs du feu et ressemble à une flamme, une caractéristique commune aux différentes espèces de dragons qui peuplent les mythes dans le monde entier. C'est à cette même période que les voyageurs pouvaient entendre parler de serpents brûlants avec des ailes, les séraphins. Ce sont eux qui interdisaient l'entrée au jardin d'Éden. Un serpent, un arbre de vie dans un lieu sacré, un jardin. Cela ne vous rappelle rien? Le serpent tentateur, bien sûr, enroulé autour de l'arbre au cœur du paradis. Paradis est un vieux terme perse qui signifie jardin clos, dans la Genèse. Un serpent d'ailleurs qui veille sur un trésor, l'immortalité. Un mythe qui a pu être inspiré par le serpent rencontré par Gilgamesh dans la fameuse épopée qui porte son nom, écrite il y a plus de 3 millénaires. Ce serpent va s'emparer de la plante qui peut lui rendre la vie et cueillie par le héros. Gilgamesh, je vais te révéler une chose cachée et te dire à toi un secret des dieux. Il y a une plante comme du lithium dont les épines, comme celles de la rose, te piqueront les mains. Mais si tes mains s'emparent de cette plante, tu auras trouvé la vie. Alors un serpent flaira l'odeur de la plante. Silencieusement, il monta et emporta la plante. Alors qu'il repartait, il avait déjà rejeté sa mue. La mue, en ce temps-là, était le symbole de l'immortalité. Ce sont des serpents géants aussi, les Nagas dans l'hindouisme qui gardent les trésors de la terre et l'arbre merveilleux Mahasanka.
Quant au dragon, étendu au-dessus de nous en constellation, il est lui aussi un gardien de trésors et d'un arbre sacré, le pommier d'or. Son nom est l'Adon. « 15 étoiles visibles composent son corps », avait écrit Eratosthène. Il a 3 étoiles brillantes sur sa tête, 12 étoiles sur le corps qui se succèdent à intervalles rapprochés jusqu'à sa queue. Ajoutons que de sa tête saillent 2 yeux vifs, presque rouges. Le savant poursuit. On le distingue très aisément. Au-dessus de lui se trouve la figure d'Héraclès, car Zeus voulait par cette disposition fixer de manière flagrante le souvenir de la lutte. De quelle lutte parle-t-il ? Le héros Héraclès Hercule, dit l'agenouillé, en Conacine, apparaît dans le ciel à genoux, son pied gauche écrasant la tête de la créature. Les étoiles dessinent le fils de Zeus tenant dans une main une massue et dans l'autre des rameaux avec les pommes d'or. Leurs mésaventures se sont entremêlées dans le pays très lointain du jardin des Hespérides, situé aux limites du monde connu et inaccessible aux mortels. Le domaine des dieux se cache quelque part sur les pans du mont Atlas. C'est là-bas que l'astre solaire, flamboyant, emmené par des chevaux fougueux, décline, s'enfonçant dans la mer. On est entre le jour et la nuit, sur les terres habitées par le géant Atlas et ses filles les Hespérides. Voûté et incliné, il porte le globe céleste sur ses épaules, de façon à ce que l'axe des pôles transperce l'étoile polaire, celle qui indique le nord. Ses 3 filles, 3 nymphes du soir luisant dans le couchant comme les pommes d'or, sont Hesperia, la soirée, Éréthéis, la rougeur, et Aiglé, la lueur. Le pommier sacré avait été offert par la déesse mère Gaïa à Héra en cadeau pour son mariage avec Zeus, maître de l'Olympe, et que l'on connaît aussi comme un insatiable croqueur de pommes, mais des pommes d'Aphrodite. Héra Junon choisit de le planter dans ce lieu divin aux confins du monde. Et c'est parce que les fruits d'or étaient régulièrement volés par les filles d'Atlas, étincelant dans les lueurs du couchant, que la déesse déposa autour de l'arbre l'indomptable dragon, le Tercomae, qui signifie « regarder fixement ». Son nom est l'Adon, grand serpent aux yeux perçants. Fils de Typhon et d'Échidna pour les uns, il aurait possédé 100 têtes et le don de la parole en agitant ses langues. Tous l'ont craint sauf un, Hercule Héraclès. Cela fut par la force des choses, en effet, à la demande d'Eurysthée, le grand héros mythologique reçu pour dernière mission, 12e et ultime travaux, de lui rapporter 3 pommes d'or. Peu de temps avant, de son côté, Atlas reçut une mise en garde de Thémis. Un jour, bientôt, Titan, ton arbre sera dépouillé de son or par un fils de Zeus. Ce voyage ne fut pas de tout repos pour Hercule, car personne ne l'aidait à trouver son chemin, et ce n'est que par la force, après qu'il l'eut enlevé et ligoté, que le héros obtint du vieillard de la mer Nérée la direction à prendre. Parcourant plusieurs pays du bassin méditerranéen, en passant par l'Égypte et la Libye, Héraclès tombe par hasard sur son ami Prométhée qui est enchaîné à un rocher. Après avoir tué l'aigle qui dévorait le foie du demi-dieu, il le libère et reçoit alors en remerciement de celui-ci un conseil dans sa quête des pommes d'or. Chargez Atlas de les cueillir à sa place. Mais pour qu'il accepte, il allait devoir décharger le géant de son énorme fardeau. C'est ainsi que, trop heureux d'en être délivré, Atlas légua tout de suite le globe céleste au héros puissant. Puis, une fois les fruits cueillis, et n'ayant pas l'intention de reprendre ce douloureux fardeau, il lança à Hercule à son retour qu'il allait les rapporter lui-même à Eurysthée.
Il n'eut pas le temps de s'éloigner, qu'Héraclès lui demanda juste une faveur, reprendre le globe céleste quelques instants, le temps qu'il puisse se confectionner un coussin pour rendre la charge moins pénible. Le géant se laissa convaincre, mais évidemment, l'insidieux Hercule en profita pour s'échapper avec les pommes. À son arrivée, Eurysthée n'en voulut pas. Cela aurait été en effet une offense à Héra que de les conserver. Aussi furent-elles rapportées quelque temps plus tard dans le jardin des Hespérides par les mains d'Athéna, qui se les reçurent en cadeau du fils de Zeus. Ladone, quant à lui, tué par les flèches d'Héraclès par-delà les remparts qui protégeaient le jardin, fut porté au ciel par Héra, qui le pleurait. Pour certains, elle le plaça volontairement entre les deux ours afin de les séparer. Pour d'autres, il a surtout été mis en cet endroit comme gardien de l'axe du monde, qui, surtout, ne doit en aucun cas trembler. Gardiens féroces et indomptables des lieux sacrés, les dragons sont également perçus dans plusieurs traditions comme des maîtres des eaux et sont associés aux fleuves qu'ils creusent en rampant dans les plaines. L'un des plus célèbres vit en Chine. C'est une autre constellation et il n'est pas circumpolaire comme Latone. Quittant les eaux, il jaillit dans le ciel chaque année après l'équinoxe du printemps. Son apparition est redoutée car elle provoque des tempêtes et des typhons. Installé dans la nuit tout l'été, il la quitte ensuite précipitamment quand le tigre est de retour après l'équinoxe de l'automne. Replongeons dans les eaux, Lang, c'est son nom, est opposé au tigre à l'instar du scorpion dans la culture grecque qui ne se montre qu'à la fin du printemps, quand Orion a disparu. Lorsque celui-ci revient, le scorpion à son tour se hâte de partir, et ainsi de suite. Gardien ou divinité des eaux, on notera que Latone désignait aussi dans la tradition grecque un fleuve en Arcadie, le pays qui a repris le nom d'Arcas, fils de Zeus et de Callisto. Callisto dans le ciel, la grande ours, a bougé depuis tout à l'heure. De par sa position, nous devinons, comme les marins autrefois, l'heure avancée qu'il est. Du temps a passé, des murmures lointains que nous entendons comme lors de tous les matins du monde annoncent le jour qui approche. Il nous reste encore un peu de temps avant qu'Aurore, aux doigts de rose, ne rougisse d'avoir vu Orion. Aussi, avant qu'on ne parle de lui, il y a une grande famille réunie dans le ciel, près du dragon et des ours célestes qui nous intéressent. Céphée, Cassiopée, leur fille Andromède et leur gendre Persée, lequel tient dans une main la tête de la Méduse. Les deux premiers, rois et reines d'Éthiopie, sont des constellations circumpolaires qui ne se couchent donc jamais. La nuit se poursuit en leur compagnie.